Bonjour tout le monde. Bonjour à Hello. tous. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Alors ça y est, ça s'est mis à jour. Je vois que c'est lancé de mon côté. On va attendre quelques petites secondes, le temps que tout le monde nous rejoigne, et puis après on pourra démarrer. Ok, super. Coucou Jade. Salut Céline. Ah mais Céline il me régale, il est toujours connecté à chaque fois, c'est un sniper. Oh, il y a Mara Del Barrio. Ça va que des gens, que des pseudos là, j'entends. Ça c'est le FC Twitter. Putain, j'arrive pas. Ah ouais, là ils vont commencer une battle d'écoles de commerce dans le chat et je sens qu'on va se régaler. Ce soir on saura quelle école va régner sur le FC Twitter. Ne calculez pas, les gênants. Non mais regarde, depuis tout à l'heure il y a Team ESSEC, Team EM, Team Neoma, Team EDEC. Et c'est une question que je vais vous poser d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des écoles, enfin je vous les poserai par la suite, mais est-ce qu'il y a des écoles prédisposées entre guillemets à faire du conseil en stratégie? Et est-ce qu'il y a des sélections qui se font outre mesure là-dessus? Ok, Ça c'est le petit teasing. ouais, De toute façon, la meilleure école, c'est la Whaler. Whaler Business School. la fibre. Clairement. Trop hâte d'entendre la douce voix de Bardamu. Qui sera le Ousmane Diouf de ce live? On va lancer les paris. Oh my god. Encore un détrôné en matière de fanbase Ousmane. Kirkland, j'ai vu ta question. J'essayerai d'y répondre à la fin. Quelques insiders quant à McKinsey. Tu dis McKinsey ou McKinsey? Moi j'ai toujours dit McKinsey. McKinsey. Je sais pas, C'est peut-être. Ouais, je sais pas. C'est peut-être. C'est peut-être l'accent le côté- de Zurich. Ouais, l'accent germanophone. Accent de Wits. Bon, je pense qu'on va démarrer. Faites Il y a déjà pas mal de personnes. Est-ce que tout le monde est connecté? J'ai l'impression que, enfin, de mon côté, j'ai un petit bug, mais je sais pas si c'est mon réseau ou si c'est celui de Sun Jones. Pourquoi ce serait le mien? Pourquoi m'accusez-moi? Je sais pas. Bon, en attendant, on va démarrer au moins pour les présentations, pour éclairer tout le monde sur les deux speakers qu'on a aujourd'hui. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur le live consulting How to Bid cette semaine. Pour petit rappel, How to Bid, c'est une plateforme qui est dédiée à éclairer les étudiants et les jeunes diplômés dans leur orientation, qu'elle soit académique ou professionnelle. Et chaque semaine, en fait, on aborde une nouvelle thématique pour éclairer les étudiants et jeunes diplômés dans les choix qu'ils ont à disposition pour poursuivre leur parcours. Donc aujourd'hui, en fait, on aborde le monde du conseil et plus particulièrement le monde du conseil en stratégie avec Ménéfrégo et Farid. Donc je vais les laisser se présenter. Ménéfrégo peut-être d'abord, Bardamu. Ouais, je pense que Bardamu, ça fera plus simple. Écoute, j'ai peut-être une petite particularité, c'est que mon expérience va peut-être être un peu plus orientée vers le monde germanophone. Je suis allemand, donc j'ai fait toutes mes études en fait dans un milieu francophone pour des raisons diverses et variées. Donc en commençant par un internat francophone en Allemagne, ensuite une prépa française en Allemagne également, puis direction une école de commerce parisienne, donc cursus relativement classique avec la petite subtilité, c'est que j'étais très attiré par la data. Et donc, je me suis retrouvé à faire en fait une espèce de double diplôme dans un autre pays européen qui m'a mené en fait à un background un peu plus technique, un peu plus data. Donc, c'était orienté à l'époque en fait. Moi, j'ai fait vraiment comment dire. J'ai fait le pont en fait sur ce master. C'est un ancien master business intelligence qui s'est transformé en fait en master data science. Donc, c'est très statistique, gestion de données, etc. Suite à ça, quelques stages, tous axés data, donc mes conseils plutôt data, pas vraiment l'aspect technique où on met la main dans le code. Donc c'était big data dans une startup qui n'en est plus une parce qu'elle a connu une certaine croissance. Au sein suite à ça, un autre stage en fait au sein d'une institution publique allemande. Et puis direction le monde du conseil corpo à proprement parler, à travers un Big Four. Puis une autre boîte technologique pour ainsi dire, avant de me retrouver dans un MBB, donc un cabinet de stratégie en Suisse. Ces dernières 2 à 3 années, en fait, c'est vraiment des services financiers. Ok, donc ça fait 2 à 3 ans que tu es en conseil en strat en Suisse.
Pas en Suisse, mais 2 à 3 ans que je suis en conseil en strat. Ouais. D'accord, ok. Merci pour ta présentation. Farid, est-ce que tu veux prendre le relais? Yes, bonjour à tous. Avant tout, merci d'être présent samedi soir. Essayez d'en apprendre plus, ça fait plaisir. Pour ma part, je suis diplômé de l'EM Lyon. C'est un parcours un peu plus classique et un peu plus axé sur, on dit que le commerce. Donc, j'ai intégré l'EM Lyon après une licence d'économie à la fac de Nanterre. Durant mon parcours à l'EM, je me suis d'abord orienté vers des métiers liés à la finance d'entreprise, effectuant des stages en private equity, en M&A dans une banque d'affaires parisienne. Sur la fin de mon parcours, j'ai décidé de me rediriger vers les métiers du conseil en stratégie, pour apprendre et toucher à autre chose. Actuellement, je suis consultant pour le secteur public en Afrique, donc je suis basé à Casablanca, pour pouvoir me rapprocher de sujets qui m'intéressent plus. D'accord, et ça fait combien de temps que tu es consultant en stratégie, notamment à Casablanca? Ça fait 6 mois que je suis à Casa, et j'ai 6 mois d'expérience à Paris aussi. D'accord, ok. Donc, dans tous les cas, c'est intéressant parce que vos deux parcours vous ont permis, en tout cas, d'avoir un minimum de recul sur votre activité. Donc, justement, on va pouvoir se baser dessus pour répondre aux questions sur le chat. Mais avant ça, pour les personnes qui sont un peu néophytes sur le sujet, est-ce que vous pouvez très brièvement expliquer en quoi consiste le conseil et ensuite en quoi consiste en particulier le conseil en stratégie? Farid, par exemple. Ok. Moi, la vision que j'ai du conseil, et bien sûr, ça sera ma vision, je vais essayer d'être le plus objectif possible. On vend pas de produits, on vend des services. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de conseiller les entreprises, des organisations publiques d'ailleurs, à prendre des décisions dans un premier temps, ensuite coordonner, préparer la mise en œuvre de ces décisions, derrière les mettre en œuvre également. Ce qui fait ensuite la différence entre le conseil en stratégie et d'autres types de conseils, le moment et à quelle phase on intervient en fait au niveau de cette décision-là. Avant de prendre la décision, le travail qui doit être fait d'évaluation de toutes les options possibles, et ensuite de choix pour prendre la meilleure décision possible. C'est pour ça que justement les entreprises et les équipes dirigeantes de manière générale appellent à ce type de cabinet-là, pouvoir évaluer toutes les options et avoir accès notamment dans le cas d'entreprises qui sont implantées partout dans le monde à des benchmarks, donc des manières de faire, parce qu'en général une entreprise par exemple qui veut se développer et faire un plan stratégique sur 5 ans, il le fait une fois tous les 5 ans. Un cabinet, il peut mesure de le faire plusieurs fois pour plusieurs types d'entreprises en un an. Et ça permet d'apprendre beaucoup de choses et savoir quels écueils il faut éviter. Donc, faire gagner énormément de temps en fait aux entreprises qui sont derrière. Ensuite, pour les entreprises qui feraient plus du conseil en organisation, en management ou autre, ils interviennent à un stade un peu plus ultérieur, on va dire, chez moi. Et une fois qu'en gros la décision elle est prise, essayer de préparer la mise en œuvre de cette décision, peut-être aussi envoyer des opérationnels pour accompagner les clients pour le faire. D'accord. Donc, ce que tu mentionnais justement, c'est qu'il y avait plusieurs types de conseils. Mais justement, Bardamy, tu es assez actif sur Twitter et tu avais rédigé d'ailleurs des threads pour expliquer en quoi consistaient les différentes activités de conseil. Est-ce que très brièvement, tu peux nous expliquer quelles sont-elles? Bien sûr. Donc en fait, comme l'a dit Farid, en fait, il y a le conseil en strat, c'est celui qui très souvent intervient en premier, c'est-à-dire qu'on met en place un point de vue très holistique, assez abstrait en fait de ce à quoi, du moins la stratégie, la vision vers laquelle devrait tendre l'entreprise sur du long terme, du moins quand on parle de la longévité d'une entreprise. Donc on parle de 3 à 5 ans, voire bien plus. C'est souvent en fait vous voyez des plans d'entreprise qui disent Renault 2030 ou Renault 2050, et donc c'est une vision. Et le cabinet en strat met en fait les différentes étapes à enclencher pour atteindre cette vision. Ces différentes étapes, en fait, on a des étapes, pour ainsi dire, donc on a de l'IT, donc on a vraiment de la technologie, on a des étapes plus opérationnelles, donc tout ce qui est RH, etc. On a des étapes plus promotionnelles à travers tout ce qui est marketing. Et là, en fait, ces différents blocs, ces différents composants, en fait, peuvent être distribués à différents cabinets, donc des cabinets spécialisés en IT, tels que Accenture, tels que IBM, Cognizant, etc. Et donc ils sont distribués ultérieurement, une fois que la stratégie a été dessinée, il y a des appels d'offres qui se font et certains cabinets remportent en fait ces missions, et donc eux sont un peu plus dans l'opérationnel, c'est-à-dire qu'ils sont dans le pratique. Comment est-ce qu'on va mettre en place ce qui a été décidé, la stratégie de l'entreprise. Donc est-ce qu'on doit recruter des nouvelles personnes, est-ce qu'on doit pénétrer un nouveau marché, est-ce qu'on doit et si oui, comment est-ce qu'on s'y prend, etc.
Ça, c'est vraiment de manière très horizontale. Il y a plein de streams différents et sur chacune de ces composantes, en fait, peut se greffer un cabinet et ça, son expertise. D'accord, ok. Donc vous concernant, en tout cas, vous intervenez plus sur la partie stratégie, donc sur la partie qui est en amont et qui concerne les grandes visions à long terme des entreprises, qui adressent directement un niveau de dirigeant, voire de comité exécutif d'une entreprise. Et justement, une question qui revient assez souvent quand on s'interroge sur le monde du conseil en stratégie. Est-ce que finalement, quelqu'un qui est jeune diplômé, qui sort tout juste de l'école, qui n'a pas vraiment d'expérience professionnelle, est-ce qu'il peut intégrer ce genre de secteur très élitiste, sachant qu'il n'a pas vraiment d'expérience au préalable? Alors, je vais répondre à ta question. Oui, ça se fait. En fait, il faut savoir qu'il y a deux grandes écoles en fait pour rentrer dans le monde du conseil. Il y a ce qu'on appelle en fait donc faut m'excuser. Hein, je sais qu'on vient déjà de me faire la remarque, mais le problème c'est que je bosse pas en français, donc j'ai beaucoup de jargon qui est en anglais en fait. Mais on a les jeunes recrues en fait, pour ainsi dire, c'est ceux qui sortent directement des écoles de commerce ou des écoles d'ingé. Et là, pour ainsi dire, la compétition est très rude. Surtout pour le conseil en stratégie, c'est vraiment très 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 rude. Mais ça se fait beaucoup et c'est même, je dirais, en fait, plus probable de rentrer en tant que junior que par la suite. Pourquoi ? Parce que l'alternative, en fait, c'est de rentrer en tant que senior, c'est-à-dire avec une expérience soit dans un autre cabinet de conseil. Et là, il faudrait idéalement que ce soit une expérience très pointue qui manque en fait dans un cabinet en strat et qu'ils viennent en fait débaucher, ou alors dans une industrie bien spécifique, une industrie niche ou une industrie sur laquelle en fait le cabinet a besoin de débaucher quelqu'un aussi. Et donc là en fait on rentre dans le cabinet en strat avec 3 à 5 ans d'expérience, voire bien plus, et on se greffe pour ainsi dire à cette nouvelle culture. Toutefois, c'est relativement dur de rentrer en fait en tant que senior pour plusieurs raisons. C'est que en fait c'est un rythme de vie qui convient un peu moins aux personnes qui ont déjà un certain âge, et en plus de cela, c'est un changement total en fait. C'est-à-dire que lorsqu'on revient de l'industrie, donc quand je parle de l'industrie, c'est tout ce qui n'est pas conseil, vers le monde du conseil en stratégie, on se retrouve en fait avec des heures de travail qui souvent on fait du x1,5 jusqu'à x2. C'est une toute autre culture en fait. Donc c'est pas très facile. Moi, ce que je recommande toujours, c'est d'essayer en tant que junior du moins. Mais à savoir que les portes ne sont pas fermées pour la suite non plus. D'accord, donc tu recommandes plutôt pour les jeunes diplômés de pas forcément être intimidés par le fait qu'ils n'aient pas vraiment d'expérience, mais foncer directement juste après le diplôme pour intégrer un cabinet de conseil en stratégie et bâtir leur expérience à partir de là. Clairement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que du moins dans le conseil en stratégie, et puis je vais laisser à Farid compléter mes propos, c'est que les gens savent en fait que lorsque vous rentrez après une école de commerce, après avoir fait, je sais pas, une année de stage au total, vous n'avez pas nécessairement les compétences requises pour conseiller des comités exécutifs qui ont 20, 30 ans d'expérience dans cette même industrie. Ce qu'on attend de vous, c'est pas des connaissances, ce qu'on attend de vous, c'est une certaine rigueur, c'est une certaine autonomie, et donc en fait de pouvoir tacler en fait les tâches qu'on vous donne avec le moins d'intervention externe possible de la part de vos supérieurs. Parce qu'en fait, toutes les connaissances, pour ainsi dire, le cabinet les a déjà. C'est-à-dire que lorsque vous posez des questions sur l'industrie automobile parce que vous ne la connaissez pas, vous avez à votre disposition une banque de données qui, en fait, c'est des missions dans le monde de l'automobile depuis les années 70-80. Vous avez des experts du secteur automobile que vous pouvez appeler à tout moment, qui sont en Allemagne, aux États-Unis, vous les appelez, et en fait, ils vous briefent. Donc en fait, les connaissances sont vraiment pas le problème en tant que jeune. C'est plutôt en fait votre état d'esprit. D'accord, ok. Et justement, tout à l'heure, tu parlais justement de certaines écoles qui sont les plus à même de t'amener vers une carrière en conseil. Farid, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'il y a des écoles types? Typiquement, généralement, on parle des parisiennes. En fait, on parle du top 3 des business schools en France. On parle également des meilleures écoles d'ingénieurs. Quel est ton ressenti par rapport à ça? Alors, c'est vrai que le conseil en stratégie, c'est un métier qui est ultra élitiste. Donc, oui, il y a une sélectivité très forte qui est faite à l'entrée. En fait, étant donné qu'on est dans des métiers de service, ce qu'on vend au final, des hommes et des idées. Donc, vu que c'est un milieu qui est ultra compétitif, en fait, il faut que les marques associées à ce que tu vends soient assez puissantes, en fait, pour pouvoir gagner des mandats et bien conduire les missions, quoi. Donc, en général, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup, notamment sur le conseil en stratégie spécifiquement, c'est pas tous les jours qu'il y a un groupe du CAC 40 qui va refaire sa stratégie. Il n'y a pas vraiment beaucoup de missions chaque année. Donc, beaucoup de concurrence sur chacune des propositions commerciales.
Derrière, ce qu'il faut, c'est avoir les meilleurs profils. Comment ça se traduit en termes de formation pour ceux qui sont en France? En général, ils prennent les meilleures écoles d'ingé. Comme tu l'as dit, sur les écoles de commerce, ce sera les parisiennes, donc le top 3, avec un élargissement vers le top 5 les dernières années. Mais bien sûr, il y a toujours la possibilité derrière de sur les bons stages, etc., de pouvoir rejoindre ce milieu si on n'est pas issu de ces formations-là, voir si on ressent vraiment besoin de le faire, compléter sa formation initiale avec des masters spécialisés. D'accord, donc enfin, de ce que je comprends et de ce que je vois aussi par rapport à ma propre expérience, il y aurait deux options en fait. La première, si jamais on n'est pas dans les écoles cibles, ce serait de compléter sa formation par un master spé, comme tu viens de le dire. La deuxième, ce serait d'acquérir de l'expérience, comme le disait Bardami tout à l'heure, acquérir de l'expérience dans un autre cabinet sur un secteur plus pointu, voilà, faire ses armes là-dessus et peut-être intégrer un cabinet un peu plus élitiste par la suite, mais dans ce cas-là, plutôt en tant que senior. Exactement. Ou sinon, faire 2-3 ans ailleurs, ou en industrie, ou en finance, ou autre chose. Compléter sa formation un peu plus tard via un MBA, ce qui se fait assez souvent également. Ça. D'accord. Et les fameux MBA. Si je peux me permettre, enfin, parce que on se pose souvent la question en fait, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas propre à la France. Les cabinets en strat en fait ont cette particularité élitiste dans tous les pays du monde. C'est juste qu'elle se traduit de manière différente. Typiquement, je peux vous parler de mon expérience en Allemagne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'Allemagne c'est le second marché du conseil au monde en fait. C'est-à-dire que à Paris, typiquement, il y a Paris, il y a les cabinets, ils sont à Paris. En Allemagne, il y a 7 villes qui logent des cabinets MBB. Donc en fait, le marché est énorme et c'est plus facile d'y rentrer. Toutefois, l'Allemagne n'est pas très axée tout ce qui est classement des écoles, etc. Là où la différence se fait, c'est plutôt sur les notes. C'est-à-dire qu'en Allemagne, pour rentrer dans un MBB, il vous faut une moyenne en sortant du master, il vous faut une moyenne de minimum 18. Et ils vous demandent en fait, et c'est pas que du master, c'est-à-dire que la particularité quand vous postulez en Allemagne ou même en Suisse, c'est qu'ils vous demandent même votre diplôme du bac en fait. Donc en fait, vous devez donner le bac, vous devez donner ce qu'on appelle en Allemagne le bachelor, donc la licence, ainsi que le master, et dans tous les trois, vous devez idéalement avoir au minimum 16% de moyenne, peu importe la fac de laquelle vous venez et peu importe de la branche de laquelle vous venez. Donc c'est-à-dire que vous pouvez avoir fait philo dans une bac provinciale en Allemagne, pour ainsi dire, tant que vous avez une très bonne moyenne, vous rentrez dans le cabinet. Mais ce qu'il faut prouver, c'est une certaine excellence, c'est cet aspect élitiste. Pourquoi est-ce qu'il a lieu? C'est parce que, comme je vous l'ai dit, en fait, quand vous rentrez dans un cabinet en strat, vous n'avez, pour ainsi dire, aucune connaissance. Donc, hormis être très cher payé, comment justifier, en fait, finalement, à des clients qui travaillent dans cette même industrie, parce que vous conseillez, en fait, les plus hauts échelons d'une entreprise, en fait, comment leur justifier ces juniors qui vont gérer une grande partie de leur stratégie et donc, en fait, du cœur même de l'entreprise pour les années à venir? C'est relativement simple, c'est qu'en fait, les gens qui viennent de ces comités exécutifs sont eux-mêmes, en fait, issus de ces mêmes écoles ou de ces mêmes cursus d'excellence. Et donc, c'est un peu une manière de dire, lui, il a fait HEC, le PDG de Danone, quand il va recevoir une présentation de McKinsey, les juniors seront ainsi, etc. Et ben, on va se dire, ok, l'équipe, la majorité de l'équipe a fait HEC, ESSEC, etc. C'est des écoles que je connais, je sais ce que ça vaut. Donc, c'est un peu l'idée derrière, en fait. C'est combler un peu le manque d'informations que peut avoir un junior en disant, écoutez, ils viennent des meilleurs cursus, comme vous, en fait. Et donc, vous savez ce que ça vaut. Ok. D'accord. Et alors justement, maintenant, si on se concentre un peu plus sur la partie, on a validé les prérequis en termes d'école, par exemple. Maintenant, donc, il nous reste à passer le processus de recrutement. C'est très spécifique par rapport au conseil en stratégie. Est-ce que vous pouvez présenter rapidement en quoi consiste ce processus de recrutement et donner quelques conseils pour passer toutes les étapes? Le processus de recrutement dans les cabinets de conseil en stratégie vise à simuler de manière assez accélérée ce qui pourrait se passer dans un cabinet. Donc, étant donné que tu évolues dans un environnement où très rapidement, une fois que tu rentres dans un projet, comprendre les enjeux assez vite, et c'est des missions assez courtes, conduire des analyses permettant de déterminer les causes, et derrière, de communiquer tes résultats de manière structurée, que ce soit comestible et lisible, des gens qui manquent de temps car trop occupés à gérer l'existant, en fait. T'es dirigeant d'entreprise, t'as pas le temps de... Faut que tu puisses comprendre directement ce qui a été fait par le cabinet. Dans un second temps, ce qu'on vous demande, étant donné que c'est un métier où on est très exposé aux clients, avoir des compétences relationnelles qui puissent justifier qu'on vous envoie et qu'on vous expose très rapidement à des personnes qui ont un niveau de seniorité élevé dans l'organisation. Ça, c'est ce qu'on vous demande de faire on the job. Ensuite, vu que le process de recrutement vise à simuler cet environnement-là, je vous demande ces deux types de choses. Premièrement, c'est d'essayer de prouver que vous avez les compétences analytiques pour permettre de résoudre des problèmes, etc. Et dans un second temps, que vous pouvez être envoyé en fait en face du client sans embarrasser l'entreprise qui
sa réputation en jeu à chaque projet. Donc, dans un second temps, en général, il y a 30 minutes. On prend l'hypothèse que c'est des entretiens d'une heure. 30 minutes qui sont consacrées au fit, évaluer les compétences relationnelles du candidat, et donc sa capacité à communiquer et à bien fitter avec l'intervieweur, en le mettant en situation. C'est-à-dire, on va simuler un problème auquel le client est confronté. Et derrière, ce qu'il va devoir faire, c'est en trouver les causes et présenter les solutions de manière claire. Donc, deux parties, ce que tu disais, une partie un peu plus fit sur la personnalité, le profil, le projet aussi. Donc là, ça nécessite de mettre en avant sa singularité par rapport aux autres candidats. Et une autre partie qui analyse plus l'esprit analytique, le fait que tu comprennes en quoi consiste une mission de consultant, le fait que tu comprennes aussi la manière de réfléchir du cabinet, que tu saches raisonner très rapidement, avoir des skills aussi, des compétences en calcul et ce genre de choses. Donc voilà, c'est ce que tu disais en fait. Sur l'entretien d'une heure, tu as à peu près 50-50 sur l'évaluation de ces deux parties. Enfin, Ok. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, Bardamu, à ce sujet? Peut-être des conseils? Non, Farid l'a vraiment excellemment bien décrit. En fait, finalement, c'est rien d'autre qu'une mise en situation très rapide d'une heure, en fait, sur une problématique. La première partie, comme il l'a dit, c'est le fit. Le fit est relativement simple. C'est, comme je l'ai déjà dit antérieurement, c'est un métier où vous passez énormément de temps avec vos collègues. C'est des journées assez longues. Et donc, la question que va se poser la personne à la sortie de votre fit, en fait, c'est est-ce que j'ai envie de travailler avec cet individu? Donc, il va vous poser des questions sur ça va vous sembler c'est vraiment des trucs très banals, du type vos forces, vos faiblesses, etc. Mais à la fin, l'unique but, c'est de savoir si vous convenez à la culture du cabinet, parce qu'il faut savoir que chaque cabinet a une culture relativement différente, et je reviendrai dessus par la suite si vous le souhaitez. Et la seconde chose, finalement, à côté du fit, qui sont des questions qui portent plutôt sur vous, il y a les fameuses études de cas. À savoir que là, en fait, finalement, ce qu'on vous fait, c'est une phrase très abstraite, du type notre client, c'est la plus grande firme de livraison de pizza aux États-Unis. Ils souhaitent améliorer leur marge de profit, comment faire? Donc c'est vraiment de manière extrêmement abstraite. Vous n'avez aucun point aucune approche qu'on vous donne en fait, et c'est à vous. Il n'y a pas de juste réponse, pas de fausse réponse. Ce qui compte, c'est plutôt votre processus et comment est-ce que vous y arrivez. Est-ce que c'est structuré? Est-ce que vous n'avez rien oublié, etc. Est-ce que vous posez les bonnes questions surtout? Et c'est un peu les deux grandes étapes. Puis faut savoir que ça comporte plusieurs étapes, plusieurs rounds en fait. C'est-à-dire que le premier round se fait généralement avec des managers ou des senior managers. Et puis lorsque vous le réussissez et qu'on vous rappelle pour le prochain, en fait ça monte en seniorité. Et puis au final, vos derniers rounds, c'est avec des associés, donc des partenaires, et ceux qui ont vraiment le dernier mot, qui décident si oui ou non est-ce qu'ils vous prennent ou pas. D'accord. Et à ce sujet, est-ce que tu as des conseils à donner aux étudiants qui se préparent pour les entretiens, sachant, petite anecdote, que certains se préparent pendant des mois, tant le processus est très sélectif? Ouais. Alors, j'étais dans ce cas pour rentrer dans le cabinet dans lequel je suis actuellement. J'étais dans un autre cabinet plus axé techno auparavant, et c'était environ 3 mois de préparation. Parce que il y a énormément d'études de cas à faire. 3 mois de préparation sans compter les mois que j'avais déjà fait à l'école, mais ça datait d'un certain temps aussi. En gros, il y a 2 options. Soit de vous préparer ça tout seul. Il y a même 3 options, je dirais. Soit de vous préparer ça totalement tout seul, donc vraiment de A à Z. Je vous le déconseille très 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 fortement. Tout simplement parce que une étude de cas, ça ne peut pas se préparer tout seul. Vous devez avoir quelqu'un en face de vous, ne serait-ce que pour avoir la pression, pour que quelqu'un vous limite dans le temps, pour que quelqu'un vous pose des questions en retour. Donc idéalement, il vous faut trouver, ça c'est la deuxième option, il vous faut trouver un partenaire, un case partner, soit vous le trouvez au sein même de votre école ou de votre université, quelqu'un qui souhaite rentrer dans le même cabinet que vous, et donc en gros vous prenez des casebooks, il y en a plein sur Google, et vous vous posez des cas, et chacun a une vingtaine de minutes pour répondre au sien. Soit vous allez sur des plateformes telles que Prep Lounge, PREP Lounge comme la lounge, et là vous pouvez en fait mettre schedule en fait des calls avec des gens partout dans le monde qui sont intéressés par le conseil en stratégie comme vous, et la plateforme vous pose les questions et vous donne un fil conducteur, et vous posez les questions via la plateforme à l'autre personne. La troisième et dernière option, c'est des prépas. Ça se fait de plus en plus, j'en ai parlé récemment sur Twitter, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui facturent en fait des heures, c'est des gens qui sont soit dans des cabinets de conseil en strat, soit qui en sont sortis, et qui font payer des préparations à des tarifs relativement très lourds en fait, ça tourne aux alentours de 150 à 300 euros de l'heure.
et qui en fait vous peaufine un petit peu votre profil, c'est-à-dire qu'il vous donne un dernier coup de pinceau pour ainsi dire. Moi, ce que je recommande, c'est idéalement, et en fait, ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils vous donnent accès à un drive qui a full matériel. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça vous épargne du temps, mais les matériels qu'ils vont vous fournir, il n'y a que 5% qui viennent réellement d'eux. C'est-à-dire que la plupart des choses, vous pouvez les trouver sur Internet, et notamment sur le Reddit qui s'appelle Reddit Consulting, où vous avez en fait des liens pour les cases qui sont faits à l'INSEAD, à Harvard, etc. Donc vous pouvez centraliser toutes les informations de votre côté. Néanmoins, si vous avez le budget, si vous avez la volonté, vous pouvez prendre tout à la fin du processus de votre processus de préparation, vous pouvez booker 1 heure ou 2 pour qu'on vous corrige en fait vos dernières erreurs. Toutefois, il faut garder en tête que c'est cher et qu'en plus de ça, ça ne garantit rien. Sachant que, vu que ça se passe sur plusieurs rounds, j'ai plein de collègues, j'ai plein d'anciens amis de l'université, de l'école, etc., qui en fait ont raté des entretiens, puis ils les ont réussi 1 an après, ou bien 2 profils extrêmement similaires, il y en a un qui est passé, l'autre qui n'est pas passé, parce que finalement, ça reste un entretien, c'est humain. Vous risquez de tomber sur une personne qui est mal lunée, vous risquez de tomber sur une personne qui n'aime pas la couleur de vos chaussures, et donc ça peut mal se passer. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Le retour sur investissement n'est pas garanti, mais c'est un dernier coup de pinceau qui peut être intéressant à prendre. Ok, d'accord. Donc c'est très clair. Toi, tu recommanderais plutôt de commencer avec un partenaire, donc avec une personne avec qui tu t'entraînes, et puis par la suite, éventuellement, si nécessaire, peaufiner avec un organisme privé type prépa ou type organisme qui aide sur les études de cas. C'est ça. S'il y a s'il y a une chaîne YouTube que je peux vous recommander, tout simplement parce que ils sont vraiment vraiment excellents, les 2 types qui sont derrière, c'est un ancien de chez Bain et un ancien de chez McKinsey. C'est Crafting Cases, donc CRAFTING, espace Cases, c'est CASES. C'est une excellente chaîne YouTube, et en fait, même pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le conseil en stratégie, ça va vous y introduire, ça va vous expliquer comment ça se passe en fait. Ok, bon, c'est noté dans le chat, de toute façon, pour les personnes qui nous écoutent, pour qu'ils puissent retrouver toutes les ressources nécessaires à leur préparation. Ok, top. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat. On les a toutes répertoriées. Donc, on va essayer d'en poser quelques-unes au fil de la discussion pour répondre à un maximum. Et je vais commencer par la première question. Est-ce qu'il est possible de décrire une journée type en conseil? Et notamment en conseil en stratégie dans votre cas. Farid, est-ce que tu souhaites prendre la parole là-dessus? Ok. Je vais éviter de faire le relou et dire, mais il n'y a pas de journée type. Réponse type à une question type. C'est ce qu'on me répond à chaque fois que je demandais, donc c'est un peu frustrant. Et juste pour prendre un peu de recul, en fait, ce qu'on fait, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on essaie de mener des analyses et de les présenter derrière. Présenter les résultats de ces analyses-là derrière. Ce qu'on fait la plupart du temps, c'est de faire des points équipes, c'est de cadrer ces analyses-là. Par exemple, si on essaie d'analyser l'environnement concurrentiel d'une entreprise, on va se dire, c'est OK, le scope qu'on va choisir, enfin la délimitation, le périmètre géographique qu'on va choisir, ce sera, disons, France, l'Italie et l'Espagne. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se répartir les tâches en se disant, toi, tu fais la France, moi l'Espagne et toi l'Italie. Ensuite, le reste de la journée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va conduire ces analyses-là. Donc, beaucoup de recherche de données, de compilation. Ensuite, tu essaies de rentrer dans les données pour essayer d'extraire le plus important. Beaucoup de travail sur Excel et sur Google en général. Ensuite, une fois que tu as conduit ces analyses-là, essayer de les mettre en forme. Donc, et l'outil utilisé en général en conseil, c'est PowerPoint. Donc, tu fais tes slides, etc. Une fois que tu as fait ces slides, derrière, tu vas les présenter au client ou en interne pour voir si sont présentables au client le lendemain ou dans la semaine ou la semaine d'après. Et voilà. Si je peux me permettre de rajouter une précision, parce que Farid a excellemment bien décrit notre journée type, en fait, finalement, c'est pareil chez moi, hein, on se connecte le matin, et puis en fait, on fait un topo avec l'équipe, et puis on part soit on va questionner des gens au sein même de l'entreprise dans laquelle on est, pour savoir comment ils se situent vis-à-vis de ça, etc. Ou bien on fait de la recherche en interne sur, comme je vous l'ai dit, notre base de données. Mais il y a 2 choses supplémentaires que j'aimerais mettre en exergue, c'est qu'en fait, il y a 2 grandes périodes dans la vie d'un consultant. C'est la première, c'est lorsque vous êtes sur un projet. Et là, effectivement, c'est exactement ce que Farid vient d'expliquer, c'est-à-dire que vous êtes la main dans le cambouis quotidiennement.
Il peut arriver que vous soyez sur plusieurs projets en même temps, même si souvent ça requiert un grade de seniorité un petit peu plus élevé. Mais l'autre grande particularité, c'est quand vous vous trouvez ce qu'on appelle sur le bench. Donc en fait, quand vous êtes pas sur un projet, vous êtes en attente d'un projet. Et là, en fait, votre journée peut être composée de manière différente, soit à faire des formations. Donc en fait, il y a certains cabinets où vous pouvez rester 2 à 3 mois sans un projet, c'est relativement commun, même si les associés commencent un peu à taper du pied dans ces cas-là. En gros, vous pouvez faire des formations. Donc, il faut savoir que les cabinets en conseil sont très généreux en matière de formation. C'est un excellent moyen de gonfler votre CV avec tout type de formation, que ce soit de l'agile, que ce soit du DevOps, que ce soit du cloud, dans le côté techno, etc. Ou bien vous faites ce qu'on appelle du BD, donc du business development, et là vous rédigez des propals pour des clients, vous rédigez du matériel marketing pour promouvoir le cabinet en dehors de sa sphère d'influence, vous vous rendez dans des écoles ou des écoles ou des universités pour en faire la promotion, etc. La seconde chose, c'est que la vie d'un consultant diffère extrêmement vis-à-vis de sa seniorité. C'est-à-dire que lorsqu'il est jeune, donc en tant que stagiaire, junior consultant, chez certains cabinets ça s'appelle analyste, jusque consultant, je dirais, c'est exactement ce que Farid vient de décrire. C'est-à-dire que vous êtes la main dans le cambouis, vous faites vos recherches, vous faites vos PowerPoint, vos Excel, des simulations, etc., etc. Au fur et à mesure que vous montez, vous êtes de moins en moins dans le cambouis et vous êtes de plus en plus dans ce qu'on appelle les ventes, donc le sales. Vous vous éloignez, pour ainsi dire, de l'opérationnel et vous essayez de signer des contrats avec. Et c'est comme ça que, en fait, il y a un grand marqueur de différenciation dans la carrière d'un consultant. En fait, pour passer manager, idéalement, il faut avoir prouvé que vous êtes en mesure de faire signer des contrats, d'obtenir des contrats pour votre cabinet. Et donc, en gros, lorsque vous êtes analyste, junior consultant, vous rédigez vos DIA, etc. Et au fur et à mesure que vous montez, à partir de senior consultant, les managers commencent à vous introduire en fait à la vente, à comment signer un contrat, comment est-ce qu'on rédige un contrat, comment est-ce qu'on staff des équipes, etc. Et puis manager, senior manager, associé, là c'est quasiment plus que de la vente en fait, et de la gestion d'équipe bien évidemment. Justement, j'ai une question à ce propos. Amim, excuse-moi, j'aimerais juste préciser quelque chose. Bardamu a mentionné le terme propal. Alors, c'est un terme qui est uniquement utilisé par les consultants, donc je voulais le définir. Propal, c'est le diminutif de proposition commerciale. Et en fait, c'est aussi l'apport en fait du rôle de consultant, puisque quand on est consultant, on travaille pour énormément de clients, soit parce qu'on est en mission, soit parce qu'on est en rédaction de propal. Et donc, en fait, on aide d'autres consultants, soit parce qu'on est expert sur un sujet, soit parce qu'on a du temps pour le faire, et donc on est sur le bench, donc en intercontrat, en attente de mission. Mais on rédige en fait énormément de propal tout au long de la vie du consultant, ce qui nous permet en fait de développer de l'expérience et de la connaissance sur d'autres clients, d'autres industries, de mieux connaître leur marché, de mieux connaître leurs enjeux et la manière d'y répondre. Donc voilà, c'est aussi ce qui fait la richesse du métier de consultant, puisqu'on n'est jamais en fait, c'est comme si on travaillait pour plusieurs entreprises en même temps en fait, et c'est voilà, c'est un énorme plus. Plusieurs entreprises, plusieurs industries, au sein même d'une industrie, plusieurs clients. En fait, en tant que consultant, vraiment le grand avantage, et je suis sûr que Farid est d'accord avec moi, c'est que en fait on fast track, c'est-à-dire qu'on fait une carrière du moins dans le conseil en strat, et même dans d'autres conseils en fait finalement, c'est-à-dire qu'on fait une carrière on voit ce que certaines personnes verraient dans une carrière de 10 ans, on le voit peut-être en 2-3 ans. Exactement. On voit beaucoup d'entreprises différentes au sein même d'un secteur, on voit des secteurs différents, etc. Exactement, ouais, c'est un accélérateur de carrière et c'est pour ça qu'effectivement on recommande de démarrer par ça en tant que junior dès la sortie du diplôme pour accumuler un maximum d'expérience et de connaissances sur plusieurs entreprises et plusieurs industries. Amim, tu avais une question à ce sujet ? Oui, je demandais, la question s'adresse à la fois à Farid et à Bardamu. C'est déjà, est-ce que vous pouvez rappeler la hiérarchie, que ce soit d'analyste jusqu'au sommet, et surtout, quelle est un peu la logique de up or out, ou bien quel moment on monte, quel moment on ne monte pas. J'ai un peu monopolisé la parole, donc je laisse la main à Farid. Je vais essayer de compléter avec ce que tu as dit précédemment, parce que ça aide beaucoup. Alors, en termes de hiérarchie, ce qu'on peut avoir, et ça va dépendre, la nomination, elle va dépendre des cabinets. Je dirais qu'il y a le grade de consultant ou de senior consultant, où c'est des personnes qui sont chargées de conduire les analyses, vraiment la main dans le cambouis, et on travaille avec beaucoup de données pour essayer de les rendre lisibles et intelligibles. Ensuite, en fait, plus on va monter, plus on aura un travail de supervision du projet. Par exemple, au niveau junior manager, par exemple, on sera arrivé à un stade où on va pas forcément conduire les analyses,
On va accompagner les consultants dans le cadrage de ces analyses-là. Donc délimiter le périmètre géographique, etc., comme je le disais plus tôt. Et ensuite, en général, il y a le stade de consultant qui conduit les analyses, comme je l'ai dit, le stade de manager qui sera la gestion du projet, donc qui sera en interaction avec les consultants, comme je l'ai décrit précédemment, avec les seniors également qui sont chargés de la relation client, qui interagissent directement avec les décideurs pour déterminer la direction dans laquelle la mission doit évoluer, également avec les interlocuteurs directs chez le client. Pas toute la mission et donc les dirigeants, mais les opérationnels, très chargés justement de fournir les bonnes données et travailler main dans la main avec les consultants pour être sûr que le projet se passe bien. Derrière, une fois qu'on monte encore une fois, il y a les postes plus seniors, donc on passe par ce qu'on appelle le poste de principal director selon les cabinets. Ça, ce serait le poste avant d'être partenaire. Partenaire, c'est personne qui est chargée par le cabinet de développer le portefeuille de projet et le portefeuille client. Tu vas vendre des missions et tu essayes de gérer les projets là, au niveau macro pour être sûr que tout se passe bien, quoi. Je sais pas si j'ai assez bien résumé, que tu veux compléter, Barthélemy. Non, c'est parfait. C'est très exactement ça. Et une question qui est liée aussi à ce passage de grade, et qui est liée en tout cas aux différents statuts que l'on retrouve dans un cabinet de conseil en stratégie. Quelle est la charge de travail associée à chaque statut? On sait que dans tous les cas, il y a énormément de travail. Les consultants ne comptent pas leurs heures et il y a très, très régulièrement des dépassements d'heures. Mais à quel point cette charge de travail est importante? Avant ça, je voulais juste revenir sur le point upper out de Son Jones que j'ai oublié de mentionner. En fait, au début, donc les 2-3 premières années, la nature du travail, elle est majoritairement analytique. On demande si c'est une brute en analyse et en présentation de données. Ensuite, étant donné qu'on passe sur la supervision de projet, de manière plus ou moins macro selon l'évolution qu'on prend, ce qui va se passer derrière, c'est que c'est des compétences différentes qui vont être nécessaires. Donc c'est pour ça qu'en général, il y a un upper out, c'est parce qu'il y a des personnes qui sont des brutes en analyse, beaucoup de mal à faire cette transition-là. C'est ça. D'accord. Surtout que finalement, la hiérarchie d'un cabinet de conseil est pyramidale, en fait. C'est-à-dire que vous avez énormément de juniors consultants, un petit peu moins de consultants, encore un petit peu moins de seniors consultants, beaucoup moins de managers, encore moins de senior managers, et puis en fait, finalement, il y a une poignée d'associés qui chapeautent le tout, en fait. Et donc, c'est logique que tous les juniors consultants ne vont pas devenir associés. Et tout le monde le sait ou devrait le savoir en rentrant dans un cabinet de conseil. Comme l'a dit Farid, en fait, le low power out, il se fait très souvent il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à passer le cap, à passer de l'analyse, de tout ce qui est analytique vers tout ce qui est plutôt relationnel et soft skills, donc toutes les ventes et les signatures de contrats, etc. Oui, donc ce que tu mentionnes, en fait, c'est le turnover. C'est un terme qu'on entend assez souvent. C'est en fait la propension à changer de cabinet assez régulièrement, ou en tout cas à sortir du secteur très vite. Et on constate en fait que les juniors consultants restent environ 2 ans en tant que juniors consultants. Soit ils évoluent, soit ils quittent totalement le monde du conseil carrément et entrent en industrie, soit ils changent de cabinet à ce moment-là. C'est ça. En fait, le truc, c'est que déjà, il y a beaucoup de gens qui ont une certaine déconvenue, c'est-à-dire que c'est une désillusion, ils arrivent dans le cabinet et puis ils réalisent que ce n'est pas vraiment fait pour eux. Et l'idéal, une fois que tu es rentré dans un cabinet en strat, que tu as fait le plus dur, finalement, c'est tout de même de faire tes 2 à 3 ans, qui sont le minimum que tu peux vraiment afficher sur ton CV pour obtenir en fait cet effet tremplin dont je parlerai juste après. Et puis, en fait, donc, il reste 2-3 prennent ça sur le CV et puis ils partent. Et puis à cette même période, même une année plus tard, en fait, il y a une autre vague qui se désiste, et ceux en fait qui n'arrivent pas à faire le saut à tout ce qui est relationnel, humain, vente, etc. D'accord. Et pour revenir à la question tout à l'heure sur la charge de travail, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Est-ce que vous ressentez vraiment la charge de travail par rapport à vos expériences précédentes? Farid, est-ce que tu souhaites démarrer? Bien sûr, bien sûr. Alors, en termes de charge de travail, ça va dépendre de la nature du projet qu'on va conduire. On est dans des projets qu'on appelle des due diligence. En général, en fait, c'est accompagner un fonds d'investissement dans un projet d'acquisition. Donc, être responsable de l'analyse commerciale, on va dire. Mais analyser le marché, l'environnement de l'entreprise et essayer d'identifier les pistes de développement. Étant donné qu'on est dans des contextes où plusieurs fonds sont en concurrence pour une opportunité d'acquisition, délivrer ces analyses ultra rapidement. Dans ce cadre de projet-là, en général, des projets qui peuvent durer de 3 à 8 semaines, un peu plus. Et donc, étant donné qu'il faut délivrer ultra vite, accumuler et analyser beaucoup de données, malheureusement, faut beaucoup travailler.
C'est beaucoup de deadlines assez courtes dans lesquelles il faut rendre ses livrables. Donc, c'est pas rare en général de finir autour de minuit dans ces types de configurations-là. Par contre, si on est dans un projet un peu plus long, par exemple, intégration d'une entreprise post-acquisition, où c'est de l'accompagnement à la transformation, en fait, même si ça peut rester assez strat, on peut avoir des horaires qui seraient plus alignés avec des équipes qu'on conseille. Donc, en termes de volume, il y a un besoin de quantification, je sais que les gens aiment beaucoup faire ça, je dirais qu'on peut travailler entre 45 et 75 heures par semaine. Oui, d'accord, donc c'est quand même assez important. Et est-ce que tu ressens ça, Bardamu, notamment dans le cabinet à Zurich? Enfin, je sais que certains cabinets sont réputés pour... en tout cas, il y a un mythe autour de ça. Certains cabinets sont réputés pour travailler plus, entre guillemets, que d'autres. Il y a certains cabinets, il y a ce mythe-là, et il y a certaines places aussi. C'est-à-dire que typiquement, la place londonienne, elle est infernale. Francfort, c'est relativement infernal aussi. Et puis, Paris, c'est un peu plus chill. Bruxelles, c'est beaucoup plus chill. Zurich, c'est un peu un entre-deux. Donc, ça dépend de la place. Et au sein même de la place, ça dépend du cabinet. Comme l'a dit Farid, effectivement, le cas le plus extrême, c'est vraiment les due diligence. À savoir qu'il y a certains cabinets qui pas se spécialisent là-dedans, mais qui en font tout de même un grand fond de leur commerce. Typiquement, il y a LEK qui fait énormément de due diligence. Il y a Bain qui fait énormément de due diligence, tout simplement parce que souvent, c'était par des fonds de private equity. Et ces deux boîtes-là ont un gros rapport avec les boîtes de private equity. À côté de ça, dans des missions un petit peu plus humaines, je pense que ça doit tourner aux alentours de 60 à 65 heures. C'est très rare de faire plus. Et par contre, moi, ce que j'ai déjà vu, c'est qu'il y a des clients en fait qui profitent un peu de cette situation en mettant tous les cabinets de conseil, parce qu'il faut savoir, comme je vous l'ai dit, les composants d'une entreprise, les différents projets sont transmis à différents cabinets. Et donc, ce que certains clients assez pernicieux font, en fait, c'est qu'ils mettent tous les consultants, donc tous les cabinets, dans une même salle, une énorme salle. Et donc, en fait, ça crée une compétition. Et moi, j'ai déjà eu des managers qui m'ont dit on est parmi les mieux payés, en fait, en tant que charge journalière, au sein de tous ceux qui sont sur ce floor, donc dans cette salle. On ne peut pas quitter parmi les premiers, parce que pour le client, ça ne le ferait pas. Donc, en gros, ce qui arrive, c'est que on doit attendre que les autres cabinets quittent, même si nous, on n'a plus réellement de travail, pour rester, pour faire bonne figure auprès du client, quoi. Ok. Alors, je vois qu'il y a, enfin, je suis désolée de couper aussi brusquement, mais je vois qu'il y a énormément de questions dans le chat. On va essayer d'y répondre très très rapidement. L'idée, c'est que vous puissiez dire quelques mots à chaque fois sur chacune des questions. Et au pire, ça pourra faire l'objet d'un podcast qu'on enregistrera par la suite, si jamais il y a des thématiques qu'on ne peut pas traiter aujourd'hui. Donc, première question. AST vs prépa pour considérer les MBB. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et je laisse à la main Farid, je suis pas assez à même de parler en fait ni de la classe parisienne ni finalement. Sans aucun problème. Comme je le disais, en fait, ça revient vraiment à ça. Quand tu es un cabinet de conseil, ce que tu vends, c'est des hommes et des idées. Donc derrière, étant donné qu'il n'y a pas forcément, c'est assez, c'est assez abstrait, pas forcément quantifier les caractéristiques d'un consultant par rapport à un autre. Donc, le levier que tu vas utiliser, ce sera le diplôme en fait. Donc, vaut mieux aller vendre un projet en précisant que ce sera des consultants de Polytechnique qui vont bosser dessus que des consultants de l'EM Lyon. Derrière, étant donné qu'il y a très très peu de place, même s'il y a beaucoup de consultants sur la place parisienne, il y a très peu de place, beaucoup d'aspirants, personnes qui veulent travailler dans ces métiers, savent que dans tous les cas, en fait, ils peuvent se permettre limiter l'accès au processus de recrutement en meilleure formation. En France, ce qui est perçu comme étant une meilleure formation comparée à d'autres, la classe préparatoire, c'est vu comme étant bien plus prestigieux et bien plus élitiste que les parcours d'AST. Que les étudiants qui sont passés par cette voie-là sont bien mieux formés, donc derrière, ce sera plus facile de vendre ces profils-là. Et ça commence à s'ouvrir, parce qu'au final, ce que tu peux faire, c'est de compenser, montrer que tu as pu développer certaines qualités durant ton parcours, mais pas forcément académiques, en faisant de très bons stages. C'est les stages derrière qui vont parler pour toi et dire que il a pu développer les qualités ABC qu'on recherche pour la conduite de projet. Okay. Bien sûr, oui, vaut mieux faire prépa si tu veux un cabinet de conseil derrière. Sinon, tu dois compenser par autre chose pour montrer que tu as un très bon profil. C'est ça. Toutefois, ce qu'il faut garder en tête, en fait, c'est que faut pas se limiter au top 3, en fait. Faut pas se limiter à McKinsey, à BCG, à Bain, tout simplement, parce qu'il y a vraiment, surtout sur la place parisienne, il y a énormément de cabinets super intéressants, de tête. Il y a
y a Kea, il y a Advancy, il y a RS & Co, il y a Mars, il y a vraiment beaucoup de cabinets super intéressants. Ne vous limitez pas au top 3 parce que comme je vous l'ai dit, je me souviens quand on était à l'école à Paris, on avait fait un rapide calcul avec un collègue. En fait, je pense qu'il doit y avoir environ, 1500 consultants dans le top 3 parisien, donc dans les MBB que j'ai cités. Il y a un turnover de peut-être 30% par an. Enfin, ça fait 400, allez, doit faire entre 400 et 500 personnes qui quittent par an. Faites le calcul, combien de personnes sortent de HEC, de Polytechnique, de l'ESSEC, de l'ESCP, de Centrale, de Pont et Chaussée. Enfin, c'est extrêmement dur de rentrer dedans. Je pense que McKinsey tourne aux alentours de 1% des postulants qui rentrent finalement dedans. C'est encore plus, le cut est encore plus rigoureux que chez Goldman, etc. Donc ne vous limitez pas au top 3 en fait. Il y a d'autres boîtes vraiment géniales qui font des missions tout aussi prestigieuses, qui ont une excellente culture aussi. Et ne vous limitez pas parce que, comme je vous l'ai dit, vous pouvez avoir un excellent profil et tomber sur quelqu'un qui est mal luné ou sur quelqu'un qui n'aime pas votre profil. Voilà. Ok, donc d'une part, il ne faut pas se limiter donc au cabinet concerné. On peut très bien faire du cabinet de conseil on peut très bien faire du conseil en stratégie sans forcément viser McKinsey, BCG, Bain. Et d'autre part, ce que tu disais également, ce que disait également aussi Farid, que vous avez mentionné tous les deux, si jamais le diplôme, si jamais vous n'avez pas le bon diplôme de la bonne école, l'idée c'est peut-être de compenser avec des Masters P d'autres écoles un peu plus prestigieuses ou compenser avec un MBA à partir de quelques années d'expérience. Ouais, clairement. Ok. Et à côté de ça, peut-être pour pivoter sur certaines autres places, parce que j'ai vu les questions, pour la maîtrise de l'allemand, que ce soit à Zurich ou en Allemagne, c'est un prérequis, mais pas un niveau C2 en fait. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les pays dans lesquels j'ai été à travers mon cabinet, etc., les diapositives se font toujours en anglais. Pourquoi ? Parce que c'est relativement logique. Finalement, on présente nos DIA à des comités exécutifs, et les comités exécutifs des boîtes du CAC 40, du DAX, etc., sont en fait composés d'Indiens, de Chinois, d'Américains, etc. Donc les DIA sont toujours en anglais. Toutefois, au quotidien, c'est plutôt en interne, en fait, lorsque vous allez rédiger des mails, etc., pas tous les collègues ne veulent toujours rédiger en anglais, etc. Donc on va vous demander une compréhension assez basique tout de même de l'allemand pour pouvoir comprendre les mails, rédiger des mails, etc. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a d'autres places très intéressantes et que le cut ne se fait pas de la même façon. C'est-à-dire qu'à Paris, effectivement, on a cette image de prépa, puis des stages en Big Four, puis en M&A, etc. En Allemagne, c'est plutôt... il y a une école qui vraiment rafle tout, c'est WHU. Mais au-delà de ça, vous pouvez avoir fait plus ou moins n'importe quelle université, tant que vous avez des bonnes notes et des bons stages. Aux États-Unis, c'est plutôt. Aux États-Unis, ils ont un peu le même principe qu'en France, c'est-à-dire qu'il y a un peu les Ivy, etc. À Londres, c'est beaucoup aussi des profils très divers et variés, c'est-à-dire que des collègues londoniens, j'en connais qui ont des diplômes en philosophie, en histoire de l'art, etc. Donc ça dépend vraiment de la place. Intéressez-vous à la place que vous voulez, sachant que les transferts sont relativement flexibles. Quoi qu'il faut encore noter que ces dernières années, ils sont de plus en plus durs parce qu'ils ont remarqué qu'il y avait des gens qui postulaient à Casa ou à Bruxelles pour par la suite revenir à Paris. Et à côté de ça, intéressez-vous aux différents cabinets parce qu'ils ont tous des particularités. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, typiquement, Oliver Wyman a une grosse composante services financiers. Roland Berger fait énormément d'industrie lourde. Simon Couchard, c'est du pricing. Bain, il y a beaucoup de private equity. Vraiment, concentrez-vous vraiment, intéressez-vous aux cabinets parce qu'ils ont des différences entre eux, même si de l'extérieur, ça peut sembler assez monotone. Oui, chaque cabinet finalement a ses propres spécificités, donc il faut aussi qu'il y ait un fit avec son propre profil. Clairement. Et ça vous rendra la chose beaucoup plus facile aussi. Typiquement, parce qu'il y avait eu la question, McKinsey ont la réputation d'être très structuré, c'est-à-dire que c'est des profils c'est des profils un petit peu, je vais caricaturer, mais c'est des profils un petit peu à la Harvey Specter, c'est-à-dire c'est des gens bien sur eux, toujours costard cravate, peu importe le jour de la semaine, etc. Chez BCG, ils ont un petit peu cet aspect nerdy, donc cet aspect plutôt axé quantitatif, des écoles d'ingé, etc. Chez Bain, c'est plutôt cet aspect fraternité, donc il y a beaucoup cette emphase, et on va mettre l'emphase dans les entretiens, de sorte à voir si vous êtes du type à sortir boire un verre avec vos collègues, etc. Donc en fait, tous les cabinets ont des spécificités. Et intéressez-vous au cabinet, posez des questions, et ça vous permettra de rentrer beaucoup plus facilement déjà. Ok, merci pour la précision. Petite question plus sur l'actualité. On a vu qu'avec le Covid-19, ça a fait un petit coup d'arrêt sur pas mal de recrutements dans des entreprises diverses et variées. Est-ce que c'est aussi le cas dans les cabinets de conseil en stratégie ?
Est-ce que vous avez ressenti un coup d'arrêt dans les recrutements? Farid, par exemple? Alors moi, par contre, sur ce point précis, je vais intervenir avec la perspective secteur public. La majorité des clients qu'on conseille sont des acteurs publics. Moi, ce que j'observe et la manière de se l'imaginer, c'est une courbe en U en fait. Donc, au moment du début de cette crise-là, donc en mars, il y a eu un gros pic d'activité avec des clients qui évoluent dans un environnement qui change et qui devient de plus en plus incertain et ont besoin d'éléments en fait pour comprendre ce qui se passe, ce qui devrait être fait en fait pour contribuer à la relance économique ou à la refonte de systèmes de santé, etc. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que il y a plusieurs lois de finances qui vont être passées avec des budgets complètement réduits pour le secteur public parce qu'en fait, on puisait dans les enveloppes existantes pour pouvoir faire ces projets-là, enfin du moins c'est ma lecture. Ensuite, une fois que les budgets seront réduits drastiquement, je pense qu'on va voir une forte baisse d'activité et elle se mettra à remonter avec la relance. Si c'est la même chose pour le privé, moi ce que j'entends, c'est que une forte demande des services de professionnels type conseil notamment dans ce contexte-là. Parce qu'en fait, faut réduire les coûts au maximum et attendre de voir, entre guillemets, ce qui se passe, quoi. Ok. Et côté Europe, Bardamu, est-ce que tu as un avis là-dessus? Alors je sais que j'ai énormément de collègues qui sont sur le bench, donc en fait qui sont en intra-projet pour l'instant. C'est pas évident, et je sais également, enfin typiquement, moi j'ai dû dire au revoir à mon stagiaire qui a été mis sur pause. Donc non, de notre côté c'est gelé, que ce soit les CDI ou les stages. La question, même moi c'est particulier en fait, c'est parce que je suis sur le secteur financier et qu'il y a une grande peur de la part des banques suisses. Certaines d'entre elles ont déjà en fait mis à la porte pas mal de collègues côté client, et donc c'est pas évident. Ok. Et en termes d'autres expériences, du coup, pour compenser, en attendant, quels seraient les stages pertinents à faire pour entrer en MBB par la suite? À mon sens, en fait, il y a deux grands conseils que je donnerais. Si vous n'avez pas le profil type, le profil type, comme je l'ai dit, vraiment pour la place parisienne, c'est plutôt comme l'a dit Farid, c'est vraiment la prépa, le top 3, voire top 5, avec des stages en M&A, etc. C'est, en fait, il y a une énorme demande en ce moment pour tout ce qui est digital. Et les cabinets en strat, en fait, sont un petit peu mis à l'amende par d'autres cabinets tels que Accenture, IBM, etc. Et donc, ils essayent de se composer un effectif de ce point de vue-là. Et c'est pourquoi je vous recommande en fait d'essayer de vous former vraiment au métier du digital, mais avec la particularité que ce soit d'un point de vue relativement stratégique, donc high level. Et avec une autre mise en garde, c'est qu'on voit énormément de profils ou de CV qui tombent chez nous, de gens qui ont un petit peu compris cette astuce, mais qui en fait indiquent avoir fait de la big data sans vraiment avoir fait de la big data, ou qui indiquent avoir fait de l'intelligence artificielle sans vraiment en avoir fait. Donc, faut faire attention vis-à-vis de ça parce que les questions peuvent très très vite fuser pour voir si vous avez la connaissance ou pas. Ok. Mais effectivement, pour moi, c'est la manière de rentrer la plus facile en ce moment, c'est vraiment de privilégier le digital. Moi, c'était mon salut un petit peu aussi. Cet aspect digital en intelligence artificielle, c'est quelque chose dont raffolent tous les acteurs de marché, que ce soit conseil, industrie, ce que vous voulez. Et ça peut facilement vous ouvrir la porte. Typiquement, côté BCG, je sais qu'ils ont Platinium, ainsi que PCG Gamma, et de la data science. Ok, donc plutôt privilégier la voie du digital avant d'intégrer un cabinet de conseil en strat. Du moins, si votre profil était un petit peu trop faible pour faire le code selon vous. Ok. Et à l'inverse, quelles sont les voies de sortie en fait pour un consultant en stratégie? Quelles seraient vos perspectives d'avenir après avoir fait vos fameuses années obligatoires du début, sachant qu'on dit souvent que le métier de consultant, soit c'est un métier de passion, soit c'est un métier de passerelle. En fait, on fait ça parce qu'on ne sait pas vraiment trop quoi faire à la sortie du diplôme et on cherche à gagner du temps et de l'expérience. Quelles seraient les voies de sortie finalement? Yes. Alors, ça va dépendre, mais c'est très bien décrit d'ailleurs sur la passerelle versus la passion. Oui, en fait, en général, la nature du métier a fait que voilà, on peut être exposé à plein d'industries, pas forcément faire un choix de spécialisation directement après son diplôme, ce qui peut ne pas être rassurant. C'est un peu vu comme étant la troisième école en fait, après la prépa et l'école de commerce. Une fois qu'on a fait ces 2-3 ans, qu'on a pu développer une certaine boîte à outils de compétences et analytiques et de communication, on peut faire derrière, étant donné qu'on aura pu travailler sur plein de secteurs, et se dire que ok, il y a un secteur qui me plaît plus qu'un autre. Donc je sais pas, j'ai kiffé travailler dans l'industrie des jeux vidéo.
que je vais faire derrière, ce qui, étant donné les bonnes compétences business que j'ai développées, c'est aller chercher un poste de chef de projet en fait dans cette industrie-là. Étant donné qu'on a reçu une formation accélérée, en ayant développé très rapidement, dans un rythme accéléré, des compétences assez recherchées en fait, donc d'analyse et de communication assez utile dans n'importe quelle entreprise. Ce que les gens font en général, c'est rejoindre des entreprises dans les industries qu'ils ont préférées, en tant que chef de projet ou autre. Et c'est la voie la plus recherchée. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est faire 2 à 3 ans de plus, avoir des expériences en tant que manager également au sein du cabinet. Ensuite, rejoindre des entreprises dans les industries qu'on aura aimées, dans lesquelles on se sera spécialisé, vu que c'est ce qui se passe en général au grade de manager. Prenons la direction de projets d'envergure, on va dire. Je pense que c'est les 2 voies principales. Et sinon, derrière, ce qu'on peut faire, étant donné qu'on a développé de bonnes compétences business, c'est de rejoindre n'importe quel type d'organisation. Il y en a beaucoup qui vont en start-up. Start-up aime beaucoup les anciens consultants, vu que tout est à construire en général quand on est dans des contextes de croissance accélérée. Sinon, rejoindre, je sais pas, monter une boîte ou rejoindre une ONG, il y a vraiment hors de tout et de rien, en fait. C'est ça qui est intéressant au final. C'est ultra rassurant de se dire, peu importe ce que je fais, après mes 3 ans, en gros, le panel d'options que j'aurai à ma disposition, il sera meilleur comparé à celui que j'ai aujourd'hui. C'est ça que les gens font en général. Et au-delà même, en fait, ce que je rajouterais même, c'est que finalement, comme tu l'as dit, hein, c'est une 3e école, pour ainsi dire, une 3e formation. Et la preuve en est, c'est que les cabinets en stratégie, ils cultivent, en fait, comme le font les écoles de commerce, ils cultivent un réseau d'alumni. C'est-à-dire que, typiquement, j'en parlais sur Twitter, McKinsey, c'est réputé être la firme au CEO, en fait, parce que c'est la boîte qui produit le plus de CEO dans les grands groupes. Et donc, ce qui arrive, c'est que et il y a cet aspect, quand vous quittez le monde du conseil, c'est-à-dire que vous allez voir la RH, et vous allez lui dire, voilà, moi j'ai fait mon temps, pour X ou Y raison, j'aimerais quitter la boîte. Et en fait, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer dans l'industrie, etc., où c'est un petit peu mal vu, on a un petit peu honte d'aller dire, voilà, j'ai envie de quitter la boîte, j'ai envie d'aller autre part, c'est extrêmement bien vu dans un cabinet de conseil, et en fait, il vous aide. C'est-à-dire que elle va vous donner la liste des alumni qui vous pouvez contacter avec les industries par lesquelles vous êtes intéressé, parce que c'est dans leur intérêt. C'est-à-dire que les cabinets vont essayer de vous placer dans des bonnes boîtes, pour la simple et bonne raison que finalement, vous allez être un point d'ancrage pour eux, et très souvent, un type qui sort de McKinsey, qui travaille pour Renault, le jour où il sera à un poste réellement de grosse décision et qu'il doit prendre un cabinet pour l'aider, en fait, il va revenir à son ancien cabinet. Donc finalement, on vous aide énormément à trouver des bons postes. Il y a cet effet tremplin qui dit que c'est un petit peu moins vrai ces dernières décennies, mais c'était le cas pendant toute l'année un petit peu, la période d'or un petit peu du conseil, les années 90, etc. C'est que vous faites 5 ans ou 3 ans, en fait, vous faites 3 ans en stratégie, c'est comme si vous avez fait 7 ans ou 8 ans en industrie, tellement le rythme est intense, vous voyez énormément d'industries, vous voyez un panel de projets différents. Et donc, vous pouvez sortir, en fait, moi j'ai des collègues, des fois, qui sortent à 30 ans, qui sortent à 32 ans, et qui se retrouvent, en fait, à la tête de projets où tous les gens qui ont des projets similaires, en fait, ont 40, 45 ans. Donc, on vous accorde un gros crédit lorsque vous sortez, en règle générale. Je sais qu'il y a certaines boîtes qui voient assez mal les consultants, tels qu'Amazon, typiquement. Mais sinon, ouais, c'est un gros tremplin. Il y a un gros potentiel derrière. Et on vous aide vraiment à trouver, en fait, le poste et l'industrie que vous souhaitez. Et en fait, non. Il y a même une autre chose, c'est qu'en fait, finalement, typiquement, moi, je suis très intéressé par le monde des services financiers. J'ai vu quasiment toute la place financière zurichoise, donc suisse. Il y a des banques qui vont plus que d'autres, ou des fonds ou des banques privées qui vont plus que d'autres. Et ben en fait, vu que j'y ai passé un certain temps, il y a des contacts que j'ai leur carte de visite, j'ai leur LinkedIn, etc. Et donc en fait, le jour où j'aurais envie de quitter, je pourrais lui dire, écoute, tu te souviens de moi, j'ai fait un projet il y a 2 ans chez toi, je suis intéressé par rejoindre, je sais pas, UBS ou Crédit Suisse. Est-ce que tu peux transmettre mon CV à la RH? Oui, donc dans tous les cas, ouais, c'est cette logique de réseau aussi qu'on voit déjà dans les écoles de commerce ou écoles d'ingénieurs prestigieuses et qui se poursuit en fait en cabinet de conseil. C'est ça. Et puis même pour les MBA, typiquement, je sais qu'environ 40% des personnes qui rentrent dans l'MBA d'INSEAD, et c'est pareil à la Harvard, Wharton, etc., viennent en fait des MBB ou des cabinets en strat en général, parce que ça a une certaine réputation et donc vous rentrez plus facilement dans les bons MBA. Donc ça ouvre énormément de portes. D'accord, j'ai plusieurs questions par rapport à ça. Est-ce que vous diriez que finalement le job de consultant en stratégie, finalement c'est un job de prestige social aussi, c'est un accélérateur à la fois de carrière et à la fois un accélérateur social, dans le sens où derrière il y a énormément d'opportunités pour intégrer des grands groupes avec des postes très avantageux.
Yes. C'est un peu peur, en fait. Mais en fait, moi, je pense que le prestige social de cette fonction-là est très lié au niveau d'exposition en fait que tu peux avoir très jeune. En fait, tu peux te retrouver à 22, 23, 24 ans à être dans des réunions où des sujets très importants sont abordés ou sont présents, par exemple, dans le cadre privé des PDG, dans le cadre du secteur public, le grand cadre d'administration, voire des ministres, si c'est des projets de plus grande envergure. Quoi. Très jeune, on peut avoir accès à ces discussions et à ces personnes-là. Ça peut être extrêmement gratifiant et je pense que c'est un grand facteur qui fait que le métier est prestigieux, même parfois romantisé, parce qu'on peut décrire les consultants comme soufflant à l'oreille des PDG en leur disant quoi faire, etc. La réalité, elle est un peu moins glamour. Un peu moins belle que celle-là. Mais c'est effectivement, en fait, il y a cet aspect, vous allez être, c'est-à-dire que moi, je me souviens quand j'ai rejoint mes premiers cabinets de conseil, en fait, vous vous retrouvez à des tables où, bon, en tant que junior, vous ne parlez pas, hein, faites que prendre des notes, mais vous vous retrouvez à des tables, en fait, où en fait, ça parle de projets à hauteur de plusieurs milliards, parfois, ou plusieurs centaines de millions. Et donc, c'est très, très, très impressionnant. Et à ces tables, vous verrez des comités exécutifs que la plupart des employés de cette même boîte n'ont jamais vu et n'auront jamais l'opportunité de voir ou de côtoyer. En fait. Donc, effectivement, il y a un certain aspect où on se dit... comme l'a dit Adjar, hein, finalement, il y a cette espèce de culte de l'élitisme qui se transmet. Et au-delà de ça, non seulement vous voyez des gens absolument brillants chez les clients, donc en industrie, mais également vos collègues. C'est-à-dire que vos collègues sont censés plus ou moins avoir le même profil que vous, voire meilleur encore. Et donc, en fait, vous avez des collègues qui sont majors de promo de Polytechnique, ou d'HEC, ou d'Oxford, ou de l'ETH, etc. Et en fait... Et c'est une émulation intellectuelle et une stimulation intellectuelle qui est absolument... C'est-à-dire que moi, j'ai des gens, des managers, etc., qui viennent d'excellentes universités, qui sont parmi les meilleurs étant sortis de là. Et en fait, des fois, ils ont des processus de réflexion quantitatifs, analytiques, etc., que c'est super impressionnant, quoi. Et justement, pour poursuivre aussi sur cette partie un peu élitiste, tout à l'heure tu mentionnais le fait que énormément de consultants qui sortent des meilleurs cabinets poursuivent leur MBA à l'INSEAD. Justement, par rapport à l'INSEAD, qu'est-ce que vous pensez de leur Master in Management versus leur MBA? Ce serait préférable de privilégier le MBA ou de faire leur MIM? À mon sens, leur MIM va surtout s'ouvrir en fait aux étudiants étrangers. C'est-à-dire que pour moi, le MIM va être intéressant pour des Allemands, parce que le MIM est encore un MIM en fait en France, quand il passe pas par la case prépa, il est encore un petit peu bancal en France. Donc moi, par contre, en tant qu'Allemand, si je devais revenir en arrière au début de ma scolarité supérieure en 2012 ou 13, je sais même plus, c'est quelque chose que j'aurais envisagé tout simplement parce qu'en fait, en Allemagne, on s'en fout totalement de la prépa. C'est-à-dire que j'aurais fait l'INSEAD, ça aurait été énorme. Ça va se faire par des Indiens, des Chinois, etc. En France, par contre, je pense que l'MBA reste plus intéressant que le MIM. D'accord. Et pour poursuivre justement sur ton expérience, est-ce que tu dirais que il faut privilégier le fait de travailler en Suisse directement à la sortie d'école, ou il faut plutôt avoir de l'expérience d'abord? En fait, la Suisse, c'est un peu compliqué dans la mesure où ce qu'il faut savoir, c'est que pour arriver en Suisse, très souvent, c'est plutôt eux qui doivent vous débaucher dans la mesure une entreprise suisse doit prouver qu'elle n'a pas trouvé un équivalent suisse. Et c'est relativement difficile. Et l'État est relativement rigoureux là-dessus. Donc, en gros, il n'y a pas vraiment de seniorité à avoir. C'est juste, c'est eux qui doivent vous contacter, pour ainsi dire. Toutefois, le grand avantage à bosser en Suisse, au-delà, bien évidemment, de toutes les perks financières, etc., c'est surtout, en fait, que typiquement, je sais qu'à l'INSEAD, ils refusent pratiquement personne qui vient de Suisse pour la simple et bonne raison que l'un des arguments de vente d'un MBA, finalement, c'est la progression de carrière, mais également la progression de salaire. Or, c'est des statistiques, et comme on le sait tous, la moyenne est fortement impactée par des extrêmes, et les gens qui bossent en Suisse, souvent, ont des salaires relativement élevés, et donc, en fait, ils prennent avec un grand plaisir des gens qui bossent en Suisse, tout simplement parce que par la suite, ça booste, en fait, leurs statistiques de promotion. D'accord. Question pour Farid cette fois-ci sur un autre sujet. Les consultants issus des BU, donc des business units, des équipes stratégie de cabinets de type Deloitte ou PwC, donc Price, est-ce qu'ils peuvent intégrer le BCG ou McKinsey par exemple, ou est-ce que c'est difficile en termes de passerelle?
Alors, ça dépend de ce qu'on va appeler, business unit stratégie dans ces cabinets-là. Cabinets-là, en fait, il y a EY, Deloitte, PwC. En fait, en stratégie, Deloitte a racheté Monitor il y a 7 ans de ça, je crois. WC a racheté Booz Allen, donc il y a une practice strat qui s'appelle Strategy End. EY est racheté par TD. En fait, on pourrait même dire que c'est des cabinets à part, parce que je sais qu'au sein de ces cabinets-là également, excusez-moi, il y a des practices stratégies qui sont les practices stratégies originelles, on va dire. Avant qu'ils aient une practice dédiée à tout ça, c'est un peu flou en fait ce que je raconte. L'idée, c'est de vous dire que si on fait partie des branches stratégiques qui ont été rachetées comme Monitor, Strategy, etc., le passage peut se faire assez facilement. En général, il suffit d'attendre 1 an ou 2 pour changer de cabinet. Dans d'autres cas, on fait partie des stratégies originelles de ces cabinets. Faire, je pense, d'abord essayer de demander un transfert vers la pratique stratégie, donc Monitor ou PGN. Derrière, ensuite, ça prend plus de temps, certes, redemander un transfert un changement de cabinet vers un MBB tout simplement. D'accord, mais C'est plus compliqué qu'il n'y paraît. dans ce cas, enfin, il faut repasser les entretiens comme quelqu'un qui viendrait de l'extérieur. Les transferts ne sont pas automatiques. C'est pas automatique. Ah non, c'est pas automatique du tout. D'accord, ouais, donc Tiens, en fait, c'était en bien pour général, préciser. Savoir que c'est un filon que beaucoup de personnes vont vouloir exploiter étant donné la sélectivité à l'entrée de ces métiers-là. Dire, ok, je n'ai pas été pris, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire du conseil 1 an ou 2. Pas dans la pratique stratégie, mais dans d'autres pratiques plus opérationnelles. Et derrière, j'aurais juste à redemander le transfert. Les gens qui vont rentrer dans des cabinets de conseil qui vont se dire, ok, bah, fais 1 an à Paris, puis je demande un transfert à New York. C'est pas si simple. comme on a dit dans le chat, les demandes de transfert en fait sont de plus en plus sévères parce que il y a une espèce d'arbitrage en fait en termes, si on veut parler en termes financiers, qui est fait par des étudiants assez malins. Typiquement, ce qui se fait beaucoup en France, c'est de passer par Casa et puis demander un transfert à Paris, ce qui devient de plus en plus difficile, ou bien d'aller à Bruxelles. Et je sais notamment, j'ai des collègues dans le cabinet bruxellois qui me disent qu'ils ne prennent plus en fait, ou que très difficilement, des profils parisiens, parce qu'ils ont compris en fait que finalement les profils parisiens ne venaient pas pour étaler leur vie à Bruxelles, mais plutôt en fait ils y allaient pour avoir le minimum requis avant de pouvoir demander un transfert pour retourner à Paris, tout simplement parce que Bruxelles c'est plus simple. Et pour rebondir sur la question d'Outlook Master, tu peux privilégier un MBA en Pologne, Europe de l'Est, mais uniquement si tu parles la langue locale. Donc c'est pas si simple que ça en fait. Autre chose, c'est que pour rebondir là-dessus également, ce qu'il faut savoir, c'est que Strategy End, etc., ont eu des difficultés, et ils ont toujours des difficultés tout simplement parce que ce n'est pas simple de vendre le taux journalier moyen d'un consultant en strat avec l'image encore un petit peu Big Four qui colle derrière. Typiquement, je sais que nous en Suisse, un junior, on le facture à environ 2000 balles la journée, France Suisse, donc environ 1900 euros. En fait, je pense que Deloitte, mais quand je dis Deloitte, c'est Deloitte, pas Deloitte stratégie, mais Deloitte normal, eux, ils sont, je pense, autour de 1200. Donc il y a un gap de 800 francs qui peut paraître difficile à combler en vendant, en fait, finalement, des consultants avec stratégie avec le branding Deloitte, même si c'est Monitor. Donc je sais qu'ils ont pas mal de problèmes avec ça, et voilà, c'est juste une anecdote. D'accord. Et pour poursuivre sur justement le fait d'avoir des cabinets, sur un même cabinet, avoir différentes places, est-ce que les salaires sont les mêmes selon, selon le pays dans lequel on se situe? Ça va dépendre des entreprises. Ouais. Nous, on se situe quasiment très exactement au double du salaire parisien. En Allemagne, ils doivent être à 20 ou 30% de plus qu'à Paris. À Londres, ils doivent également être à 20 ou 30% de plus qu'à Paris. Bruxelles, c'est un petit peu moins de Paris, je pense. Donc, il y a quand même une certaine différence. Donc, c'est quand même lié aussi au niveau de vie locale. Ouais. Ok. Il nous reste 1 ou 2 minutes pour conclure. Donc, 2 petites questions pour terminer. Pour booster les chances d'accession à un cabinet sélectif, quelle serait la place la plus accessible si on considère par exemple le top type McKinsey, BCG et Bain? Je pense que c'est soit de Casa, soit de Bruxelles. Encore que Bruxelles, il va falloir réussir à convaincre les RH en leur faisant croire que vous n'êtes pas là juste de passage, ce qui n'est pas évident. Ok. Là, effectivement. Sinon, si vous avez des affinités avec les langues germaniques, je sais que Amsterdam, c'est un peu plus facile, et surtout Amsterdam, en fait, ils parlent énormément anglais, quasiment qu'anglais.
Sinon, il y a l'Allemagne et on a vraiment bureau en Allemagne. Il y a énormément de consultants en stratégie en Allemagne. C'est relativement simple d'y rentrer. Enfin, je veux dire relativement simple par rapport à Paris ou à Londres typiquement, parce qu'il y a une concentration. Ouais, il faut maîtriser un minimum l'allemand, quoi. C'est une question que tu m'avais transmise à Jar. Il y a des grandes différences par rapport aux places. C'est-à-dire que typiquement, au sein même d'un même pays, c'est-à-dire que moi je suis à Zurich, il y a une grande différence avec la place genevoise. Typiquement à Genève, ils font beaucoup de private banking, puisqu'il y a toutes les banques privées, il y a Lombard-Odier, Pictet, etc. Ils font beaucoup d'industrie, donc puisqu'il y a Nestlé, Procter & Gamble, Philip Morris. Alors qu'à Zurich, on fait plutôt les fonds, donc les fonds retour, on fait de l'assurance, on fait les banques de détail type UBS, Crédit Suisse, etc., ainsi que les banques d'investissement. Donc dans un même pays, et c'est la même pour l'Allemagne, c'est-à-dire qu'à Francfort, vous allez avoir tout ce qui est services financiers, la Deutsche Bank, la Commerzbank, etc. Alors qu'à Munich, vous allez avoir tout ce qui est automobile. À Berlin, vous allez avoir tout ce qui est soutien des startups avec Rocket Internet, etc. Donc vraiment, au sein même d'un même pays, vous avez, bon, pas à Paris, parce qu'à Paris, il n'y a que les bureaux parisiens pour le coup, mais au sein même d'un même pays, vous avez des différences entre les différents bureaux. Donc c'est aussi lié finalement à leur vivier de clients potentiels. Donc ce que tu disais par rapport aux industries, aux services financiers, enfin aux établissements financiers avec lesquels ils ont le plus souvent travaillé auparavant. Donc chaque place en fait a son propre ADN entre guillemets. Vérité, ouais. C'est ça. Et typiquement, je vois la question au sujet du Luxembourg. Je sais que pour Mac et pour le BCG, c'est le bureau bruxellois qui dessert le Luxembourg. D'accord. Ok. Farid, je sais pas si. Ça va. Ok. Ça va. Je pensais que tu avais un problème avec ton micro, mais tu es de retour. Non, non, j'en parlais, écoute. Alors, pour Casablanca, c'est que, en fait, il y a moins de personnes qui postulent, mais sauf qu'en fait, même si Paris est ultra compétitif, donc la barre elle sera toujours plus haute en termes de screening, je pense. Paris. Et derrière, ensuite, pour essayer de convertir l'offre, Casablanca, c'est pas forcément plus facile, en fait, contrairement à ce que les gens pourraient penser, dans la mesure où il y a peut-être moins de personnes qui postulent, beaucoup moins de places aussi. Vu qu'on recrute des profils assez similaires, en termes de barre pour obtenir une offre, elle peut rester aussi élevée. À voir, c'est plutôt observé pour l'instant. Je pense que c'est une bonne question, dans le sens où essayer de quel système en essayant de choisir le bureau le plus simple, parce que dans tous les cas, c'est tellement compétitif que là, si vous voulez vraiment bosser à Paris, bah, tuez-vous pour bosser à Paris. Oui. C'est énorme que ça, parce que à Casa, les profils sont vraiment, vraiment excellents aussi. C'est juste que, comme l'a dit Farid, en fait, c'est juste qu'il y a moins de gens qui sont de la place parisienne qui sont intéressés à Casa. Mais sinon, il n'y a aucun bureau, même le bureau de Varsovie ou de Budapest, les gens sont excellents, sont vraiment très, très, très bons. Donc, on n'allait pas vous dire, je vais postuler à Varsovie parce que les gens chez McKinsey, là-bas, ils sont moins formés ou autre. C'est pas le cas. Oui, dans tous les cas, le niveau est globalisé. Et c'est ce qu'on entend avec The Firm, par exemple, quand on parle de McKinsey. Le niveau, en fait, quel que soit le bureau dans lequel on se place, le niveau est globalement similaire. Les missions, parfois, peuvent être transférées d'un pays à l'autre. Donc, il n'y a pas de traitement de faveur en particulier si on choisit un cabinet qui est moins prisé, quoi. Enfin, une place qui est moins prisée. Qu'on n'a pas abordé. Pourtant, c'est assez apprécié de la part des étudiants que c'est l'un des métiers avec lesquels vous pourriez avoir la chance de voyager le plus possible. Ça se fait de moins en moins, tout simplement parce qu'en fait, dans les années 90, là où s'est forgé cette image, ce qu'il y avait, c'est que il n'y avait pas vraiment de cabinet en Asie, il n'y avait pas vraiment de cabinet, très peu de cabinets en Europe. Donc la plupart des gens qui couvraient nos missions, c'était des Américains. Donc en fait, il y a cette image de voyage liée au conseil qui s'est bâtie. Aujourd'hui, il y a des cabinets de conseil, notamment en stratégie, dans pratiquement tous les pays du monde. Ce qui fait que, généralement, pour éviter les hôtels, les avions, etc., ils vont quand même privilégier quelqu'un de local. Mais si vous arrivez au sein même d'un même cabinet à développer une expertise très pointue sur un certain sujet tel que, je vais pas donner d'exemple, mais sur un sujet très pointu, vous seriez potentiellement appelé parce qu'en fait, c'est un espèce de marché du transfert. C'est-à-dire que vous pouvez mettre votre profil pour telle mission. Typiquement, dans mon cabinet, vous avez un portal sur lequel vous voyez les missions actuelles où ils demandent des personnes. Vous pouvez émettre une proposition pour votre profil. Ça peut être aux Philippines, ça peut être en Afrique du Sud, au Danemark. Et c'est à eux de voir. Généralement, ils vont vous refuser tout simplement parce qu'ils ont les mêmes skills, surtout en junior, en interne. Mais si vous êtes un peu plus senior, typiquement un manager qui a construit sa carrière sur un truc super pointu dans la pharmaceutique et qui a une mission du style qui ressort aux Philippines, ça va directement l'embarquer dans le premier vol et il va partir pour là-bas.
Et je viendrai ajouter quelque chose en plus. Ce que tu disais par rapport au voyage, effectivement, c'est une tendance qui s'amenuise de plus en plus, sachant également l'essor du digital. Aujourd'hui, certaines missions peuvent être totalement réalisées en remote, donc à distance, et mis à part peut-être une visite de courtoisie au démarrage pour présenter l'équipe et une visite à la fin, voilà, pour clôturer la mission, l'essentiel peut être géré à distance. Donc c'est vrai que les voyages sont quand même de moins en moins fréquents. Input, comme tu le dis si bien, un call Skype ou Teams, et puis tu donnes ton expertise, ils l'incorporent dans leur parce que c'est un business, enfin c'est un business global, c'est-à-dire que s'il y a une mission aux États-Unis où on a besoin de votre connaissance, ils vont pas se priver de vous placer un call Skype et vous allez leur répondre à leurs 2-3 questions bien spécifiques et ils vont l'incorporer dans leur diapositive. Je vois. Alors, on a encore beaucoup de questions, mais on va s'arrêter là. Et puis, les questions non traitées feront l'objet d'un podcast qui sera tourné en parallèle et qu'on pourra diffuser très vite en fait sur les réseaux sociaux et bientôt sur notre site web. Peut-être la question de la fin pour clôturer le sujet. La question un peu combinée en fait. Le plus difficile finalement dans le conseil en stratégie, est-ce que c'est d'y entrer ou d'y rester? Farid, est-ce que tu souhaites te prononcer là-dessus? Entrer ou rester? Moi, je dirais que ce serait l'entrée. Bardami, on t'entend pas? Allô? Ton micro est un peu étouffé. Laisse Farid répondre, le temps de changer d'écouteur. Ok. Je peux expliquer pourquoi d'ailleurs. En fait, la sélectivité à l'entrée, elle est assez compliquée dans la mesure en plus, tu ne peux pas forcément bénéficier de l'effet de groupe. Avoir en prépa, par exemple. Je sais qu'il y a des personnes qui m'ont fait parvenir leur retour d'expérience, c'est qu'une fois que tu arrives en prépa, si tu n'as pas forcément le niveau au début, étant donné que tu es dans une classe de personnes qui travaillent à fond pour pouvoir atteindre certains objectifs, automatiquement, en fait, tu as l'effet d'entraînement qui fait que toi aussi, tu te mets à bosser. Je pense que c'est un peu la même chose quand tu arrives dans un cabinet de conseil en strat. Tu travailles avec des gens ultra brillants, etc. Donc en fait, mécaniquement, toi aussi, tu te mets à bosser pour être au niveau, quoi. C'est les standards de ton environnement vont un peu définir en fait ta capacité à rester performant dans cet environnement-là. Donc toi, tu dirais pour ces raisons. 100% d'accord. Ok. Je trouve vraiment en fait le truc c'est que c'est quelque chose vous ne pourrez pas vous y répondre sans avoir testé en fait. C'est-à-dire que moi je connais des gens en venant de l'industrie publique ou des gens qui nous ont rejoint l'industrie, je sais pas, des trucs vraiment fait 35 heures semaine puis c'est fini et qui avaient du mal à s'imaginer le rythme. Ils sont rentrés dans l'organisation, ils aiment les responsabilités et l'autonomie et ils rentrent dans le jeu, ils arrivent à rentrer dans le moule parce que pour le coup c'est vraiment un moule et ils s'amusent et ils arrivent à rester. Puis t'as des gens qui ont fait des stages en M&A, qui arrivent en conseil, qui pensent que le rythme va leur plaire, ils vont adorer, qui réalisent que fait pour et ils repartent aussi vite qu'ils sont venus. Bardami, vous devez tester. Bardami, ton micro coupe un peu. Je vais essayer de résumer avec ce que j'ai cru comprendre de tes quelques bribes. Donc, en gros, pour toi, c'est également d'y entrer qui est le plus difficile, puisque en fait, une fois que tu y es, tu arrives à te hisser en fait au niveau de tes collègues, et donc tu arrives en fait à progresser toi-même. Donc, finalement, tu peux y rester avec plus de chances que le fait d'y entrer. C'est ça. Et puis surtout, en gros. C'est surtout en fait que il faut tester en fait pour savoir. C'est-à-dire que il y a des gens qui nous sont venus dans notre cabinet de milieu très chill, très laid back, donc vraiment du public ou je sais pas, de trucs où on fait 35 heures semaine et qui ont réussi à rentrer dans le parce qu'ils aiment l'émulation, ils aiment le rythme de vie, l'autonomie, etc. Il y a des gens qui nous sont venus d'industries tout aussi lourdes, tout aussi intenses que la nôtre, donc en fait du M&A, de la private equity, et qui pensent que le rythme va leur plaire, qu'ils vont réussir à rentrer dans le mood des corporates et qui n'arrivent pas, et qui repartent aussi vite qu'ils sont venus. Donc c'est quelque chose, il faut essayer. Mais clairement, l'entrée est le plus difficile. Une fois que vous êtes sur place, faut essayer, et puis vous verrez si c'est pour vous ou pas. En tout cas, j'espère que ça encouragera tous les étudiants qui nous écoutent à tenter les processus de recrutement pour les cabinets de conseil, puisque dans tous les cas, en fait, on ne perd rien à essayer. Donc, faut surtout pas s'auto-censurer. Ça, c'est peut-être le mot de la fin. Faut surtout pas s'auto-censurer, puisque en fait, c'est la première barrière à l'entrée finalement de ce secteur très élitiste. Il y a vraiment des étudiants brillants qui finalement n'osent pas se lancer dans les entretiens puisqu'ils les trouvent trop chronophages, trop élitistes, trop sélectifs. Franchement, vous ne perdez rien à essayer. Et enfin, surtout que il y a de plus en plus de profils très exotiques.
Il y a vraiment un élargissement vers des profils très 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 exotiques. En France, je sais que c'est toujours encore à la traîne, mais dans d'autres pays, comme je l'ai dit, on commence à se défaire un peu de cette image de profil type. Oui, dans tous les cas, il faut essayer, et surtout si on vient d'une filière, comme tu disais, un petit peu plus exotique. Tu mentionnais la philo, je sais aussi qu'il y a pas mal de personnes très pointues dans le domaine pharma qui évoluent par la suite dans les cabinets de conseil en stratégie, donc faut vraiment pas se fermer à un type de profil. Non, vraiment, un message que j'aimerais faire passer aussi. Enfin, déjà, merci d'être présent un samedi à 20h. Il est quelle heure chez vous, là? 21h40. 21h40. Merci d'avoir pris le temps d'apprendre un peu plus, en fait, parce qu'au final, le but du jeu, en fait, c'est de se construire un avenir qui soit en accord avec vos aspirations propres. Il faut vraiment continuer de se poser les bonnes questions sur vos vraies aspirations, pas tomber dans le piège du mimétisme et de la course au prestige, en fait. Un beau métier, mais c'est très exigeant aussi. Continuez d'aller chercher les bonnes informations. Un grand merci à How2Be d'ailleurs pour cet effort de diffusion. Même si on a été d'être les plus objectifs possibles, n'oubliez pas qu'au fond, en fait, ce qu'on a exprimé, c'est nos vécus personnels. Multiplier les échanges, essayer de contacter des gens qui font ce métier-là. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter. Qu'ensuite, derrière, vous puissiez avoir la vision en fait la plus réaliste possible du métier et faire le bon choix pour vous, votre vie. Vraiment important de le faire. Mais t'as raison de le mentionner. Enfin, c'est un super message que tu diffuses. Merci beaucoup. Merci pour ta présence. Merci pour votre sincérité aussi à tous les deux. Pour l'esprit que vous diffusez aussi. Franchement, merci beaucoup. Merci à vous. Avec un grand plaisir. Merci à vous d'avoir organisé ça. Et pour le podcast, il suffira de me contacter. On trouvera un petit créneau. Très chaud pour un podcast. Il est sur le continent ou en Afrique. Pas de problème, on organise tout ça, on organise un podcast sur vos thématiques respectives. J'en profite aussi pour annoncer le thème du live de la semaine prochaine. La semaine prochaine, on abordera le droit. C'est une filière qui nous a été beaucoup demandée en message privé, donc voilà. Aujourd'hui, on a considéré le conseil qui était aussi très prisé avec beaucoup de questions pour démystifier ce thème. Semaine prochaine, ce sera le droit et j'espère que vous serez également au rendez-vous pour suivre ce live. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Vous avez été hyper nombreux à vous connecter, on apprécie. N'hésitez pas à diffuser autour de vous l'initiative aussi pour faire grossir la communauté. Notre objectif, c'est vraiment de lutter contre l'asymétrie d'information et informer un maximum d'étudiants sur les filières qui leur sont disponibles. N'hésitez pas à nous follow sur Twitter, sur Instagram. On a un site web qui est en préparation, qui met un petit peu de temps à sortir, mais promis, il sera bientôt en ligne. Amim, je te mets un petit coup de pression en parallèle. Hein. Non, et d'ailleurs, dites-nous si, pour ceux qui ont suivi le live Parcoursup sur Instagram, dites-nous si vous aimez ce genre de format, c'est-à-dire en plus des lives, en plus de notre rendez-vous hebdomadaire du samedi soir, on peut faire des lives dans la semaine, un peu parfois à la volée, mais sur Instagram, on répond à vos questions, parfois sur l'actualité brûlante, comme là c'est le cas avec Parcoursup, ou sur d'autres thématiques, mais voilà, un live un peu plus chill, un peu moins formel, et si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire, n'hésitez pas à nous donner vos retours, etc., sur tout le projet How2Be, sur les points sur lesquels on peut s'améliorer. Exactement. Et voilà. Votre retour est très important. On prend toutes les remarques, toutes les idées d'amélioration. Vraiment, l'idée, c'est vraiment de bâtir une communauté qui s'entraide. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer à ce sujet. On prend toutes les idées. Et pour nous suivre, c'est How2Be _edu. Je sais pas comment on dit _, mais j'ai gardé ces petits tics de langage. Que ce soit sur Twitter ou sur Instagram, on a le même pseudo. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre pour suivre les dernières actualités de notre chaîne. Et puis dans tous les cas, on se dit à bientôt, à la semaine prochaine pour un live sur le droit. Et puis très probablement dans la semaine sur un live un peu plus chill sur Instagram. Merci à nos deux speakers, merci à vous, et puis à très bientôt. Ciao, ciao. Bonne soirée, bon week-end. Bonne soirée. Bonne soirée.